Salut à tous et bienvenue pour ce top retour de Mars qui va remplacer pour ce samedi donc le Disney Film que vous devriez avoir, sachant que normalement vous ne devriez pas avoir de Disney Film du tout, puisque depuis quelques mois, je reprécise ça pour ceux qui n'auraient pas suivi, vous avez moins de Disney Film par mois. Je vous fais un Disney Film de moins par mois depuis le début de 2020, ça va pas changer. Quand je fais des V2, c'est histoire de remplir ça parce que j'ai un peu de temps libre. Là, je vous cache pas que ce mois de mars, avec certains trucs à rattraper, c'est un peu difficile. Enfin bon, je vous en ai sans doute déjà parlé dans la mise au point. En tous les cas, le Roi Lion 2 a été votre choix qui a gagné devant Winnie l'ourson 2011. Je sens qu'on va avoir droit à ce genre de danse pendant quelques temps maintenant. Où vraiment ça va se jouer entre Winnie l'ourson 2011 et un autre film, parce que les gens veulent pas que je traite de Winnie l'ourson 2011 tout de suite en top retour pour une bonne partie d'entre eux. C'est assez marrant à voir, sachant que vu ce que j'ai critiqué le mois dernier, il y a peut-être un autre challenger qui sera mis en avant, on verra. En tous les cas, Le Roi Lion 2, l'honneur de la tribu, un film adoré par énormément de gens, en tout cas beaucoup de gens en parlant bien, hein, c'est plus une minorité bruyante, je pense, qu'une grande majorité, mais il y a beaucoup de personnes quand même qui viennent dire que c'est génialissime, le plus grand des Disney Toons, c'est vraiment presque en comparaison avec le premier, peut-être voire meilleur que le premier film, et j'ai jamais trouvé ça. Je trouve que c'est correct, et c'est dans le panier du haut des Disney Toons, c'est sûr, mais il y a mieux. Et je tiens à le préciser pour la troisième ou quatrième fois, je ne sais plus, avant de commencer ce top retour, je ne fais pas ces vidéos pour vous brosser dans le sens du poil. Je vais pas faire exprès de dire que tout est bien dans le film que vous adorez, simplement parce que j'étais trop méchant avec le film, je suis désolé. Non, non, ça va pas se passer comme ça, quoi. Ça change absolument rien à mon avis sur les problèmes de discontinuité avec le premier film, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de trucs qui viennent comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et qui n'ont pas été bien instaurés dans le premier film du tout. Ça fait moyennement raccord avec le premier film. Les personnages qu'on connaît du premier film sont pas excellemment repris. Nala, elle fait juste figure de présence. Simba, sa relation avec sa fille, je trouve ça très moyen. Et vraiment, Timon et Pumba sont une version très rabaissée d'eux-mêmes pour moi. C'est pas des bonnes reprises de personnages. Ils sont pas affligeants, mais ils cassent pas des briques, nos personnages tels qu'on les connaît. Alors qu'il y a d'autres films, d'autres suites Disney Toon qui reprennent mieux la mentalité de nos personnages. Vraiment, par exemple, pour dire ça. Mais bon, voilà, il y a quand même des choses qui valent la peine dans ce film, des choses qui sont bien foutues, et c'est un peu pour ça qu'on est là. C'est aussi pour ça que je lui ai donné une note supérieure à 10, faut pas exagérer, hein. En tout cas, on va pas perdre trop de temps à se plaindre non plus, en avant pour le top 7 des meilleurs points du Roi Lion 2. Numéro 7, une héroïne acceptable. Ouais, je sais que certaines personnes vont mal le prendre parce que ça risque d'être facilement une excuse pour me plaindre un petit peu en dépit du fait que c'est censé être un bon point, mais n'empêche que je trouve pas que Kiara soit un personnage extraordinaire en soi, mais je préfère largement avoir ce genre de petit protagoniste un peu sympathique, à la mentalité un peu simple, parce que vraiment je trouve que sa mentalité est assez simple, mais tout de même suffisamment identifiable pour qu'on la suive. Ça va, c'est un petit peu comme Mérida dans Rebelle, sans le moment où on est énervé face à son choix, en tout cas à titre personnel, c'est pareil quoi. Elle a une mentalité, une situation avec laquelle on se reconnaît un petit peu, on est de son côté, on comprend vraiment sa mentalité, où elle va. Après, la situation, là où elle se trouve, etc., je trouve pas ça sensationnel, je trouve pas ça extraordinaire. Mais elle porte acceptablement le film, et je préfère largement avoir ce genre de petit personnage pas ultra poussé mais qui porte acceptablement le film que des merdeux qui donnent envie qu'on leur donne des coups de latte. Ah oui, je préfère largement ça, ouais. Donc voilà, c'est quand même
Un point positif par rapport à pas mal de films Disney Toon, je reconnais, même s'il y a certaines héroïnes, certains héros, héroïnes, filles ou fils du héros précédent qui sont un peu plus intéressantes pour moi. Celle-ci s'en sort très acceptablement, et voilà, elle mérite d'être qualifiée de points positifs, faut pas exagérer. Numéro 6, une transition sympathique avec le premier film. Bon, je vous cache pas que j'aurais pas été contre, titre personnel, qu'on soit plus raccord en termes de mise en scène avec ce qui était montré à la fin du premier film. Néanmoins, j'aime énormément le parallèle qui est fait, cette espèce de passage de flambeau. En fait, où au début du premier film, on avait la naissance de quelqu'un, la nouvelle génération, et ça se terminait sur la naissance de la génération après, et ben on commence ce premier film avec la naissance de cette nouvelle génération. J'avoue qu'en termes de symbolisme, de parallélisme, de structure, ça fait son effet. C'est efficace et ça aide un petit peu à accrocher dans le film, parce que voilà, on va suivre donc la progéniture de nos héros du premier film, mais en faisant gaffe à bien le présenter, quoi. Pas juste dire, bah ça existe, c'est comme ça. Comme ce qui est fait dans malheureusement pas mal de films. On met les formes et ça donne une bonne transition de ton d'un film à l'autre qui est vraiment plaisant. Numéro 5, les chansons, majoritairement. Oui, je sais que je vais pas faire plaisir à grand monde, mais ça change rien à mon avis. Je trouve qu'il y a une chanson et demie qui va moyen, ça va moyen. La chanson d'amour entre Kiara et Kovu, je trouve ça super plat. Que ce soit en termes d'air, qui honnêtement pas super mémorable pour moi, qu'en termes de paroles, où ça vole pas haut quoi. En VO comme en VF, parce que j'ai entendu la VO et c'est peut-être un chouïa mieux, mais ça casse pas des briques non plus quoi. Je trouve que ça aide pas particulièrement à cimenter ce couple, qui ne fait pas partie du top 7, je vous le dis tout de suite. Voilà, c'est pas qu'il est mauvais le couple, il est assez plat pour moi. C'est du sous Roméo et Juliette, pas ultra prenant personnellement. Désolé pour les fans, mais vraiment, ça fait clairement pas partie de mes couples préférés ou quoi que ce soit. Hein. Ils sont pas affligeants, mais ils sont moyens en tant que couple pour moi. Et cette chanson n'aide pas. Voilà, donc il y a ça, il y a la chanson de Rafiki, qui est stupide, mais elle est tellement ridicule qu'elle me fait marrer, donc c'est plus en termes de nanar que je l'apprécie, et les autres, elles sont très bonnes. Les autres chansons sont très sympathiques, l'intro, même si elle fait un petit peu à nouveau sous chanson d'intro du premier Roi Lion, fait son effet, ça appuie cette notion d'hérédité. Hein, c'est cette nouvelle génération qui vient où on représente un petit peu nos ancêtres sont un petit peu en nous, avec donc des cœurs bien fichus, et c'est vraiment le même niveau d'épique qu'on avait au début du Roi Lion 1. La chanson Nous sommes un a un air assez entraînant et appuie un message tout à fait acceptable, tout à fait sympathique. La chanson Trahison, Disgrâce autour de Kovu appuie merveilleusement la mentalité du personnage et cette espèce d'étau dans lequel il se trouve par rapport à sa situation, qui il est, qu'est-ce que ça signifie, c'est très bon ça aussi. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, Mon chant d'espoir. Je sais que je m'en suis un petit peu moqué, mais c'est quand même assez fortiche, même si, une fois de plus, ça fait un petit peu sous Soyez prêtre. C'est un petit peu le souci, comme je l'ai dit, ça essaye de recopier un petit peu dans la structure les chansons du premier film. Mais bon, je m'en plains pas énormément dans La Reine des Neiges 2, parce que je trouve que c'est bien fait dans La Reine des Neiges 2 dans le genre, et je trouve aussi que c'est bien fait dans le genre. Ça empêche clairement ces chansons-là d'être au même rang que celles du premier film, mais bon, celles du premier film, c'était quand même un très bon cran, quoi, un excellent rang. Pareil pour La Reine des Neiges et La Reine des Neiges 2. Donc il y a ça à prendre en compte. Ces chansons sont bonnes, sont bien fichues, cimentent bien le film, apportent une bonne ambiance. Numéro 4, l'effet miroir entre Simba et Kovu. Je suis, comme je l'ai dit, pas super fan de cette reprise de Simba dans le film, à part pour un point. Pour cette espèce de parallèle qu'on veut faire entre notre héros et le héros du premier film. Hein, voir comment ils ont deux approches totalement différentes de comment ils doivent vivre leur vie, c'est-à-dire Simba qui d'un côté doit apprendre à être sur les traces de son père qui était quelqu'un de noble, et Kovu qui doit apprendre à être sur les traces de, pas son père malheureusement, qui était quelqu'un de pas noble du tout, hein, une espèce d'immondice avec des dessins affreux, etc. Et il a été élevé pour suivre ses traces et doit apprendre à ne pas les suivre, tandis que Simba lutte
pour suivre les traces de son père. Donc il y a deux luttes qui sont dans deux sens totalement opposés, qui se mettent en place, ce qui fait que ça amène une incompréhension, un manque de confiance très évident de la part de Simba qui a du mal à comprendre ce point de vue-là. Et ce passage où il commence à comprendre, à savoir que tout le monde ne doit pas avoir la même chose que lui et qu'on peut partir sur une bonne voie même si on provient de quelque chose qui n'est pas forcément bénéfique, c'est très joli. Alors qu'il y a cette réserve qui est mise en place très forte par rapport à cette situation qui est parfaitement compréhensible de son point de vue après ce qu'il a vécu. J'avoue que c'est bien fichu les peu de temps que ça dure. Voilà, parce que ça dure quoi, 5 minutes de film, malheureusement. Ça aurait mérité à être plus approfondi. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que la relation amoureuse entre Kiara et Kovu. Hein. La relation entre Kovu et Simba est plus intéressante à approfondir, c'est sûr. Et oui, c'est un petit peu atténué, une fois de plus, par le fait que Kovu n'est pas le fils réel de Scar. Donc, ça n'a pas la même portée, ça n'a pas le même poids, je trouve, malheureusement. Mais bon, en dehors de ça, ça reste très fort sur pas mal de points, et les moments où on met ça en avant, ce sont parmi les meilleurs moments du film facilement. Numéro 3, le jeu sur les ombres. Je ne considère pas que Le Roi Lion 2 soit le film Disney Toon le mieux animé qu'ils aient fait, même s'il fait partie du haut du panier là aussi, mais au-delà de sa réussite graphique, parce que ça reste réussi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est la mise en scène du jeu d'ombre et de lumière par rapport notamment à nos personnages de Lion Renégat. On appuie qu'il se trouve du mauvais côté, du côté de l'ombre, de façon assez directe, presque pris au mot, mais via une animation, via un jeu sur les ombres, le fait qu'ils n'arrivent pas à être baignés de lumière, contrairement à nos personnages, eux, c'est très efficace. Vraiment très efficace. Un excellent choix créatif dans le film pour appuyer cette situation, et à de nombreux moments c'est appuyé avec beaucoup de force. Après, c'est difficile d'en dire plus que ça. Voilà, le jeu d'ombre est bien fichu, regardez. Voilà, je vous montre des extraits, regardez, est-ce que le jeu d'ombre est bien fichu pour vous? Pour moi, il l'est. Numéro 2, Kovu et son concept. J'aime bien le personnage de Kovu, je le préfère à Kiara, c'est sûr. Et voilà, c'est le co-héros qui a une histoire, un passif beaucoup plus fort de sens que Kiara, évidemment. Donc j'en ai parlé dans mon point numéro 4, il a cette ombre qui pèse sur lui de la personne dont il est censé reprendre les pas, c'est-à-dire Scar. Et voilà, ces espèces d'espoir qu'on fond en lui, qu'on appuie à plusieurs moments, ça c'est les meilleurs moments de personnage du film, que ce soit déjà par rapport à son lien avec Simba, mais aussi par rapport à ce poids qu'on met sur ses épaules depuis sa plus tendre enfance. Il y a quelque chose de très puissant là-dedans, et le voir lutter pour essayer de capter, d'agripper sa part de lumière, la lumière qui doit le porter par rapport aux ténèbres qu'on essaye de peser sur lui, c'est assez bon, hein, surtout quand on lui montre un petit peu le côté lumineux des choses, même si, je le redis, je trouve que ça aurait pu être plus fort qu'une relation amoureuse assez moyenne pour moi. Cet aspect-là est vraiment prenant. Et quand on se centre sur lui, il y a pas mal de moments où on a de la peine pour sa situation, on ne souhaite qu'il s'en sorte, qu'il puisse trouver le meilleur côté, la bonne voie à suivre. Et voilà, c'est un co-héros bien rendu qui vous agrippe particulièrement. Et numéro 1, on n'est pas frileux sur la mort. Oui, bizarrement, c'est une voie que peu de films Disney Toon empruntent. C'est-à-dire qu'on n'ose pas montrer des personnages qui meurent, ce que ça signifie, le poids de la chose. Et il y en a 2-3 ci et là, mais la plupart s'estiment trop légers pour essayer de tacler ça. Ce qui fait que je vois un petit peu d'où vient cette espèce d'amour presque inconditionnel du public pour ce film qui vient jusqu'à le considérer comme un chef-d'œuvre, alors que je trouve que c'est exagéré clairement, parce qu'il a cet aspect beaucoup plus mature dans ses thèmes sombres que la plupart des suites Disney Toon.
Et donc ça suffit pour beaucoup à considérer ce film comme étant au-dessus du panier, en grande partie grâce à ça. Moi, je vous rappelle que j'ai mis 5 sur 20 à Taram et le chaudron magique, donc ouais, une ambiance plus mature et sombre, c'est cool, mais ça ne cimente pas totalement un film personnellement. Cela dit, c'est loin d'être anodin. Vraiment, ça, c'est une force qu'il faut prendre en compte, qui a un impact, qui joue sur l'appréciation, je ne vais pas le nier une seule seconde. Ça ne se suffit pas en soi, vraiment, mais ça apporte un plus au film qui est vraiment pas négligeable, et c'est clairement le cas ici, avec ces 2 scènes de mort où on ne lésine pas sur la puissance de la mise en scène et de ce que ça signifie. Surtout la première mort, autant la deuxième mort, c'est assez classique. Assez classique dans le sens où c'est le grand méchant qui finit par être tué à son jeu parce qu'il voulait pas capituler, même s'il y a quelque chose quand même un petit peu fort dans le fait que notre grande méchante se suicide un peu parce qu'elle a trop de fierté pour être sauvée par celle qu'elle méprise. Ça rajoute une petite force en plus que je ne nie pas, et déjà rien que ça, très bonne scène de mort en soi, hein. Mais la première scène de mort, je reconnais que j'ai été un peu méchant de l'avoir un peu sauté comme ça, mais quand je me repenche là-dessus, je me rends compte quand même que c'était assez fort. C'était assez fort d'oser déjà tuer quelqu'un qui était plus montré comme un gros comique de service pas drôle. Donc déjà, ouais, c'était assez libérateur de le voir crever dans un sens, et qu'on joue dessus mais de façon sérieuse quoi. Sa mort est montrée de façon sérieuse. Ça a beau être un comique de service, ce qui signifiait pour nos personnages, comment ils le vivent, cette espèce de colère qui en surgit, c'est fort, je vais pas nier. Ça ose montrer la mort directement par 2 fois comme dans le premier film, assez drôlement, et voilà, c'est un truc qui, malgré le fait, comme je le dis, pour moi, en termes d'écriture de scénario, on sent que ça n'a pas très bien été réfléchi, ils ont fait beaucoup de retcon par rapport au premier film. En dépit de ça, en termes de ton, ça a su vraiment être fidèle au ton du premier film. Dans le fait que oui, la mort, ça fait partie un petit peu du cycle de la vie, il y a des choses qui se perdent, des choses qui se risquent, et ça peut être violent par moments, on le montre, et c'est fort. C'est des moments très forts, 2 moments qui sont parmi les meilleurs du film, là aussi. Et oui, tous ces détails-là font que ce film vaut la peine d'être vu. Après, ça change rien aux problèmes que j'ai. Les problèmes que j'ai déjà cités, donc je vais pas non plus m'étendre 17 ans, quoi. Mais c'est loin, très loin d'être un film qui vaut pas le coup d'œil, vraiment. Ça arrive à compenser des problèmes qui étaient loin d'être sans importance pour moi, et c'est vraiment pas rien, quoi. Hein. Ces points positifs, ça hausse le film à un niveau beaucoup plus acceptable que beaucoup le seraient, avec des tares, des défauts que je retrouve là-dedans, que je retrouverai ailleurs. Mais voilà, il y a ces ambitions fortes dans la mise en scène, dans certains thèmes abordés, qui mettent ce film à part. Je reconnais en termes de ton, c'est sûr. Et ça suffit pas à le mettre au-dessus d'autres films Disney Toon en termes de qualité vraiment pure. Mais en termes de ton, je comprends pourquoi il est considéré comme étant aussi haut classé. Le ton ne suffit pas pour moi. Mais comme pour Taram et le chaudron magique, ce genre de détails, je peux comprendre que ça puisse vous faire adorer un film. Vraiment. Moi, ce ne sont pas des qualités qui s'auto-suffisent, quelles que soient les circonstances, mais ce ne sont pas des qualités qui méritent d'être négligées non plus. Voilà qui conclut cet après-tour, et avant de partir, comme d'habitude, on entre dans la phase sondage. Moi qui choisis 5 films, et vous qui décidez parmi les 5 lequel vous voulez que je traite en top retour la prochaine fois. Alors c'est qu'aussi, j'ai essayé d'éviter de trop me répéter par rapport à d'autres fois, mais n'empêche que on finit par tourner en rond sur pas mal de choses. Donc voilà, j'ai fait la liste parmi ce qui reste en film de ceux que j'ai le plus envie de traiter pour certaines raisons. Voilà, sachant qu'il ne me reste pas des masses une fois de plus que j'ai particulièrement envie de traiter en top retour. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de films qui pour moi méritaient cette
cette distinction-là. Hein, non pas pour dire que d'autres films seraient inintéressants à traiter au top retour, qu'on soit bien d'accord, mais disons que ouais, en termes de désir personnel, ce que j'ai vraiment envie de faire, je commence un petit peu à avoir fait le tour. Cela dit, il y en a quelques-uns qui pour moi méritent un petit peu, me donnent un peu plus envie que d'autres, et c'est cette liste-là dont je vous parle. Donc on commence par Monster Academy. Voilà, j'en ai parlé à quelques reprises, je serais vraiment pas contre faire un top retour là-dessus pour bien préciser ce qui va pas dans ce film et pas non plus passer pour le fanboy que j'étais, simplement touché par l'émotion de fin et c'est tout. Surtout vu la sortie d'un certain film récemment, je trouve que ce serait intéressant à traiter. Ensuite, Planes 2. Parce que je trouve qu'il y a certaines qualités qui valent la peine d'être un petit peu notées, mises en avant. Là-dedans, et aussi, je vous cache pas, c'est pour pouvoir me débarrasser du fichier vidéo qui prend beaucoup de place. Je sais, c'est pas super comme raison, mais voilà quoi, le fichier vidéo de Planes 2 que j'ai, il prend beaucoup de place sur mon disque dur, étant donné que j'ai toujours cette crainte que quelqu'un me le demande, un de ces quatre, pour pour un top retour, ce serait pas plus mal de le faire rapidement, comme ça je pourrais me débarrasser de ça, parce que je compte pas faire beaucoup de références à Planes 2 dans le futur. Ensuite, nous avons Cars 3, j'en ai parlé à plusieurs reprises, ça aussi à 2-3 reprises. Oui, il y a des points intéressants sur lesquels revenir en qualité, après avoir fait cette critique au détail, sur lesquels je me suis vraiment très peu penché, parce que c'était difficile de traiter ça dans une critique au détail. Donc voilà, ça me plairait beaucoup d'en parler en top retour. Ensuite, nous avons Milo sur Mars. Là aussi, ce serait peut-être un petit peu pour me débarrasser du fichier vidéo. J'exagère, pas seulement pour ça, mais aussi parce que voilà, il y a certains points là-dedans qui sont pas inintéressants à voir en termes de qualité. Une fois de plus, je trouve. Ah, et puis bon, j'ai fait pas mal de ces films, pas super, par Disney et pas les studios principaux, ce serait un petit peu dans la continuité. Et enfin, pour terminer, La Belle et la Bête. Oui, on s'est un peu penché, moi et Choukial, sur ce qui allait, ce qui allait pas, surtout ce qui allait, parce que bon, c'est quand même un très bon film. Mais voilà, quoi, histoire d'être bien clair sur ce qui va pas pour moi par rapport à ce qui va pas pour eux, ce serait pas mal de faire un petit top retour là-dessus, qui sera assez court parce que c'est un film réussi sur beaucoup de points. Voilà les 5 choix que je vous propose. À vous de voter, merci de participer et à très bientôt pour de futures vidéos. Bye!